16h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, notre conseillère en perte de poids est avec nous. On va parler des choses super importantes. Là, restez connectés parce que vous allez apprendre plein d'affaires. On va parler des programmes qui s'offrent à l'Université Saint-Paul. On a 2 représentants avec vous, du 40e anniversaire du Théâtre de la Veille 17. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Grace, qui est la fondatrice de Avec Grace. Ça fait une bonne rime, là. Grâce de Avec Grace. Alors, je pense que ton entreprise, c'est vraiment pour le marketing numérique, communication et toutes ces affaires-là. Exactement. Et moi, j'ai la chance de t'avoir pour toute la saison parce que tu veux nous aider à développer notre présence sur les réseaux sociaux. Hein? Oui, en effet, oui, je vais vous aider à développer votre présence sur les médias sociaux, sachant que les médias sociaux, on c'est vit la avec vie maintenant, tous les jours sur nos téléphones, les tablettes, les ordinateurs, même aussi sur les télés, avec les télévisions intelligentes, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui des réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, ça dépend. Moi, personnellement, à titre personnel, je n'utilise pas tant que ça les réseaux sociaux. Okay. Je sais qu'à un moment, tu sais, quand on est jeune, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, à vouloir publier des choses, etc. Mais avec mon entreprise, oui, j'utilise constamment les réseaux sociaux parce que c'est là, justement, que je trouve mes clients, que c'est là aussi, justement, que je développe aussi mon réseau d'affaires. Et puis, comme je disais tantôt, on va vraiment avec toi avoir des astuces pour booster notre présence, pour développer notre présence. Qu'est-ce que ça prend selon toi pour avoir une bonne présence? Je dis bien une bonne parce que souvent les réseaux sociaux sont utilisés à des fins pas vraiment amusantes. En effet, oui. Mais déjà parce que avant de développer une bonne présence sur les médias sociaux, il faut d'abord se poser la question, est-ce que je dois être oui ou non sur les médias sociaux? Déjà le problème, exactement. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ressens encore des personnes qui ne trouvent pas l'utilité d'être aujourd'hui en 2019 à ne pas être sur les médias sociaux. J'en connais, Exactement. Et je trouve que c'est vraiment une grossière erreur. Et le problème aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous présenter justement 8 raisons d'être sur les réseaux sociaux. Parfait. Et après, comment justement développer votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, la première raison, c'est déjà, vous avez tous vos clients qui sont sur les réseaux sociaux, aussi vos potentiels clients et aussi également votre réseau d'affaires. Donc il faut savoir que on est au Canada et on est à peu près, je pense, 37 millions au Canada. Et sur ces 37 millions-là, il y a plus de 25 millions de personnes qui ont un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Donc on va supposer, c'est-à-dire que si justement en tant qu'entreprise, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, donc tu risques justement de manquer une opportunité pour toucher justement, on va dire, ces potentiels 25 millions de personnes. Après, bien sûr, le fait d'être sur les réseaux sociaux, tu as la possibilité d'améliorer ton offre de produits. De t'ajuster au fur et à mesure. Exactement. Donc, je sais pas si tu regardes souvent quand tu tapes, on va dire, je sais pas, par exemple, Starbucks. Si tu tapes Starbucks, on va sur Google, par exemple, on va te mettre le premier Starbucks qui est proche de chez toi et tu auras les différentes étoiles et les différents avis et aussi les différents commentaires. Donc, je pense, la personne qui s'occupe de cette page-là, pour justement améliorer son offre de service, elle va s'inspirer de ces commentaires-là pour offrir justement des services et une offre tout simplement qui vient répondre à ces commentaires-là. Bon. Pareil aussi si tu regardes sur Facebook, tu as la possibilité aussi de mettre différents avis, aussi différentes étoiles. Aussi, par exemple, aux États-Unis, Twitter est beaucoup utilisé aux États-Unis et les grandes firmes de fast-food comme Wendy's ou Burger King ou encore McDonald's utilisent beaucoup Twitter pour prendre en compte justement les différents avis et commentaires de ces personnes-là. Pour pouvoir s'ajuster. Puis là, tu me parlais d'un outil, on va parler tu as mentionné Facebook tantôt. Facebook, c'est beaucoup utilisé actuellement. Puis toi, tu penses que comment on pourrait juste, s'ajuster pour atteindre une bonne clientèle avec Facebook? Mais déjà, pour atteindre une bonne clientèle avec Facebook, il faut déjà, on va étudier, tu sais, au fur et à mesure de la saison. Il y aura différents éléments que je vais donner. Mais c'est d'abord de savoir, par exemple, si justement les publications que tu fais répondent, par exemple, à ta clientèle cible. On a le terme qu'on utilise souvent en termes de marketing numérique qui est le persona. Donc, le persona, ça va être le client idéal, par exemple, je sais pas, une femme âgée de 25 à 35 ans qui aime, je sais pas, les fleurs,
qui aiment aussi tout ce qui est nature, etc. Donc, est-ce que justement le type de publication que je vais mettre sur Facebook, ça va atteindre cette personne-là et ça va bien sûr l'intéresser et pourquoi pas devenir une de mes clientes. D'accord. Alors là, il va nous rester quelques secondes, mais pour un tout début, il y a des gens qui nous regardent. Peut-être qu'ils ont envie d'en savoir un peu plus parce qu'au fil de la saison, oui, tu vas me donner des infos, mais avoir un face-à-face avec toi, je pense que c'est beaucoup plus important, surtout si on a une entreprise. Où est-ce qu'on peut te contacter, toi? Alors, on a un site internet, donc avecgrâce.com. OK. Et on est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, tout simplement, quand vous allez partir sur le site internet, il y aura les icônes de médias sociaux et puis vous pouvez tout simplement nous contacter à partir de là. Il y a un formulaire contact qui est présent sur notre site internet. Ou sinon, vous pouvez aussi également nous contacter par courriel contact@avecgrâce.com. Merci beaucoup. Nous restez avec moi. Après la pause, on parle du 40e anniversaire du Théâtre La Veille 17. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cette semaine à Passeport 1225, on parle vidéo avec un caméraman qui a reçu un prix qui l'a conduit directement au Festival du film de Toronto l'année passée. Et on parlera aussi d'études internationales avec une étudiante française. On finira avec les festivals de cet été à Ottawa. Toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que le Titan d'Acadie Bathurst viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 27 octobre, 16h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du 40e anniversaire du Théâtre La Veille 17. Puis moi, j'étais comme étonnée de savoir que ça fait 40 ans. Oui. Et puis, vous êtes à la direction artistique depuis 15 ans. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'histoire? Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé dans l'Est ontarien, à Rockland, pour être plus précise, où il y a 4 jeunes acteurs fougueux avaient envie de monter des spectacles qui parlaient aux gens d'ici. Donc, on avait Jean-Marc Dalpé, Robert Bellefeuille, Roch Castonguay et Lise L. Roy comme premier noyau. Et ils ont créé Les Murs de nos villages, qui a été un choc dans la communauté parce que les gens, les Franco-ontariens, se voyaient sur scène pour la première fois. Donc, ça a été une prise de conscience identitaire et le Théâtre de la Vieille 17 en a fait partie, a été un catalyseur de cette prise de conscience. C'est ça que j'allais venir. Donc, vous avez apporté un vent nouveau, vous avez changé des choses. Oui. Et puis ensuite, à ce premier noyau se sont rajoutés Anne-Marie Cadieux, Viviane Rochon et Hélène Bernier. Donc, et cette compagnie a créé plusieurs spectacles. Donc, depuis 40 ans, on a créé plus de 70 spectacles, ce qui est quand même beaucoup. On a tourné partout en Ontario, au Québec, au Canada français. On a tourné aussi à l'étranger, en France, en Belgique, au Mexique. Donc, c'est une compagnie qui bouge beaucoup. Qui bouge beaucoup, qui a un long historique, mais qui reste toujours fièrement enracinée à Ottawa et proche des gens de la communauté. Et puis, depuis 15 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez senti de changer avec votre approche à vous en tant que directrice artistique? Bien, ça a été quand même la continuité parce que j'ai hérité de cette compagnie. Robert Bellefeuille, qui était là depuis 25 ans, depuis la fondation qui a porté la compagnie pendant 25 ans. Moi, j'ai été pigiste à la Vieille 17 comme comédienne. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire et Robert
Robert Bellefeuille m'a accompagnée là-dedans. Et là, on a développé une complicité dans le travail. Et à un moment donné, Robert avait envie d'autre chose aussi, après 25 ans. Ouais. Donc, il m'a légué la compagnie. Donc, on était quand même en symbiose, Robert et moi, dans le sens sur le contenu des spectacles, sur l'approche artistique, etc. Donc, il n'y a pas eu de grande cassure. Peut-être j'ai apporté une nuance peut-être plus sociale. Okay. J'ai monté un spectacle qui s'appelait Terre d'accueil avec les communautés issues de l'immigration, qui a quand même fait un choc. J'ai écrit le spectacle Maïta, qui parlait du travail forcé des enfants en Asie du Sud-Est. Donc, j'ai eu une approche peut-être plus sociale, plus marquée. Et plus inclusive, moi, je dirais, pour les plus jeunes. Parce que quand je pense à votre, je vais dire, votre événement, Tassez-vous, on joue, moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que aller chercher des jeunes comme un peu plus jeunes dans les collèges, il faut qu'ils s'intéressent au théâtre, je pense que c'est grandiose, là. Dans les écoles primaires, oui. Puis on a plein de projets qu'on développe par et pour la communauté. Parallèlement à ça, on a des activités professionnelles, on crée des spectacles, on les tourne. Donc, on avait envie de fêter notre 40e avec vraiment une grande fête. Pas un spectacle, mais fêter nos 40 ans. En grande pompe, comme on le dit. Et puis là, le thème de ce 40e anniversaire, c'est entre la jeunesse et la sagesse. Mais pour moi, 40 ans, c'est un peu ça. C'est être encore jeune, mais en même temps presque sage. Donc, je trouvais que c'était un slogan tout indiqué pour les 40 ans de la Vieille 17, qui a un historique, mais qui va de l'avant et qui voit en avant. Oui. Et puis là, on se dit peut-être, par exemple, c'est le 40e anniversaire, on va voir des pièces, mais en fait, vous avez changé la donne de cette célébration. Hein? Ouais. On repart aux années 80, apparemment. Oui. Hein? Donc, on donne une grande soirée, une grande fête, qui est ouverte à tout le monde. Il suffit de réserver, mais qui est gratuite. Donc, on aura des moments de retrouvailles. La soirée a pour titre Épaulettes et Sprinette. Oui. Donc, qui étaient deux trucs marquants pour la mode des années 80. On demande aux gens de venir, si possible, costumés pour être dans la fête. Il y aura projection de vidéos d'archives qui n'ont jamais été vues, des vidéos inédites. D'accord. Il y aura des bouchées qu'on pourra prendre et on a un disc jockey qui va nous faire danser au rythme des années 80. Mon Dieu, c'est la grande fête. Ouais. Là, ça commence à quelle heure? Dès 19h. Okay. Donc, on attend les gens dès 19h. Et puis, bon, il y aura une espèce de petit cocktail, le visionnement des vidéos d'archives. Et ensuite, ce sera vraiment la fête. Et on dévoilera aux gens qui sera la prochaine direction artistique de la compagnie l'année prochaine. J'avais un paquet de mouchoirs que j'ai oublié de l'autre côté au bureau parce que là, on va annoncer au monde que oui, vous quittez la direction artistique. Oui, hein? Oui. C'était une décision comme réfléchie? Oh, très réfléchie quand même, oui. Ben, à un moment donné, on sent que c'est le temps. Et puis, j'ai senti que c'était le temps. Et puis, j'avais envie j'avais envie de partir en ayant encore envie. Parce que c'est dommage de partir quand on n'a plus du tout envie. Donc, je préférais, c'est ça. Puis, non, je suis très sereine. Et puis, le conseil d'administration de la compagnie, tous les employés de la compagnie ont pris part à ce processus de transition. Donc, le 18, en primeur, vous aurez le nom de la nouvelle direction artistique du Théâtre de la Vieille 17. Donc, il faut être vraiment à la soirée pour découvrir ça. Hein? J'allais essayer de vous tirer les verres du nez, mais OK, d'accord. Mais je suis sûre qu'on va pouvoir la recevoir ici. Et puis, dites-moi, après 15 ans, à quoi est-ce que vous en allez? Vers quoi vous en allez? Ben, j'ai envie de retourner à mes premières amours, peut-être avoir moins de responsabilités, parce que quand même, diriger une compagnie, c'est beaucoup de responsabilités, un peu moins de demandes de subventions, de rapports et de trucs comme ça. Et j'ai envie de jouer, et j'ai envie peut-être de retourner à l'écriture aussi plus, donc de faire des projets qui me sont plus peut-être personnels. OK. Voilà. Est-ce que nous, on aura aussi en primaire votre premier livre, par exemple? Ou... Ah ben, j'en ai quand même publié 3. Je reste en compte. Ah, déjà? Oui. Mais ça, on ne savait pas. On pourra en discuter un petit jour, hein, puisque là, vous avez du temps libre. Vous avez terminé la saison d'abord, c'est ça qu'il faut dire au monde. Vous terminez d'abord la saison avant de quitter. Et puis la saison, on a combien de spectacles qui se préparent, Alors, on a un grand spectacle de l'auteur Robert Marinier qu'on attendait depuis longtemps. Robert n'avait pas donné de texte pour le théâtre depuis
plusieurs années, au moins 10 ans. Donc, ça s'appelle Un conte de l'Apocalypse, qui est une espèce de comédie sur les changements climatiques. D'accord. Donc, il y aura 12 acteurs sur scène, 6 acteurs professionnels et accompagnés par 6 acteurs de l'Université d'Ottawa, des étudiants en théâtre. Donc, il y aura 12 acteurs sur scène. C'est une espèce de grande saga humoristique sur les bouleversements climatiques et sur comment on essaie de ne pas les voir. De pas les voir. Donc, ça va être très amusant et un spectacle très surprenant, j'ai l'impression. Et puis, j'ai vu aussi que le Cheval de Bleu, ça continue. Oui, donc le Cheval de Bleu... Ça a été très apprécié, ça. Oui, on a vraiment fait des beaux contacts avec la communauté sourde en particulier. Ouais. Donc, c'est un spectacle en français et en langue des signes québécoise. Et on va partir en tournée cette année avec... On s'en va à Québec, on s'en va à Montréal. Donc, on espère que ce spectacle va prendre son envol et tourner très largement. On reçoit aussi, dans le cadre de la série Enfance qu'on anime avec Vox Théâtre, des spectacles pour les enfants de tous les âges à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. On va recevoir L'écho de l'écume, qui est une pièce pour les tout-petits à partir de 2 ans et demi, sur des chansons marines, voilà. Et puis, on a aussi nos projets dans la communauté. Vous en parliez tout à l'heure. Tassez-vous, on joue. Et on a un nouveau projet qui s'appelle Les Haut-Parleurs, un projet qu'on a construit avec la collaboration de professeurs, d'enseignants et de gens en éducation pour stimuler la lecture à voix haute par des moyens théâtraux. Donc, c'est bon. Donc, toutes ces informations sont sur le site web de théâtre laveille17.ca. Et puis, moi, je vais vous dire bonne chance pour la suite. Je sais que vous allez profiter de la dernière saison à fond là, et puis vous reposer après. Hein? Alors, vous à la maison, n'oubliez pas, en fait, le 40e anniversaire du théâtre La Veille 17 en grande pompe le 18 octobre à partir de 7h. C'est gratuit. Venez costumer comme années 80. Et puis, vous allez vous amuser. Donc, www.veille17.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle du baccalauréat en relations humaines, à l'Université de Saint-Paul. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du baccalauréat qui est offert en relations humaines à l'Université Saint-Paul. Et avec moi, Cynthia Bilodeau, qui est professeure. Puis moi, ma première question, ça serait de savoir, selon vous, quelles sont les prédispositions qu'un potentiel étudiant doit avoir pour aller dans ce programme? Le bac en relations humaines et spiritualité est vaste et interdisciplinaire. Okay. Donc, les étudiants qui s'intéressent à connaître plus sur la relation d'aide, qui sont intéressés à connaître plus sur le développement humain, le développement spirituel, qui ont le goût à l'engagement social, c'est tous des bons candidats
pour venir étudier chez nous. Puis moi, je suis juste en train de poser la question parce que lorsqu'on sort du collège ou du lycée, pardon, en tout cas du secondaire, on se dit direct, OK, mon ami a demandé à ses parents de faire telle affaire et puis bon, moi, je le suis dans ça. Mais la plupart du temps, on ne cherche pas au fond de nous qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'au fur et à mesure des étudiants que vous avez dans les programmes, il y en a qui quittent le programme parce qu'ils ne se ressentent pas dedans? Je vais vous dire honnêtement, notre programme, c'est un programme, l'éducation qu'on offre à l'Université Saint-Paul est unique, dans le sens que nos classes sont petites. Et on a la chance comme professeur d'enseigner d'une façon plus relationnelle avec nos étudiants. D'accord, OK. Donc, d'avoir un contact prêt, de comprendre, d'ajuster notre pédagogie à les étudiants devant nous. Donc, ça nous donne aussi la chance d'apprendre plus, peut-être? D'apprendre plus, d'être plus... d'être plus présent ou peut-être ajuster les cours. D'être plus présent avec nos étudiants. Dépendamment du personnage qu'on a comme étudiant. Ouais. Oui, de les connaître plus, d'entrer en relation avec eux. Puis ça nous donne la chance justement de comprendre leurs besoins et d'ajuster. Et puis, la plupart du temps, vous êtes combien en classe? Parce que là, vous m'avez parlé de communion dans les salles de classe. Vous êtes combien par classe? Dans les classes relativement petites, au bac, ça peut varier entre 15 et 30 dans la moyenne. Il y en a toujours un peu plus petits ou un peu plus gros, mais c'est très intime. Et puis, c'est quoi les cours que vous donnez plus spécifiquement? On a parlé de spiritualité, donc je pense que c'est un cours qui est donné? Oui, il y a le développement spirituel, qui est un cours qui est offert à l'intérieur du bac. D'accord. Le bac est un grand fondement en psychologie, donc les cours de développement humain, de relations d'aide, de développement spirituel, de compréhension au niveau des couples, des familles, du développement des familles. J'aime ça. Donc, aussi des cours plus de la sociologie et de la psychologie. Des cours en méthodologie de recherche. OK. Alors, c'est beaucoup plus de théorie ou vraiment, parce qu'on a dit que c'était unique, l'enseignement à l'Université Saint-Paul, est-ce que c'est beaucoup plus de théorie, surtout dans le bac, ou vous faites un mélange des deux, théorie pratique? On fait un mélange des deux. Tantôt, je disais, on a plus l'avantage d'être un peu petite classe pour être plus expérientiel dans notre pédagogie. Donc, on a la chance, oui, d'enseigner la théorie, elle est importante pour comprendre un peu les relations humaines, le comportement humain. Mais on a aussi l'avantage de le vivre ensemble. On a l'avantage de développer les discussions, de développer la réflexion, l'ouverture et vraiment de vivre ce qu'on apprend comme théorie ensemble. Curiosité qui vient de moi, là. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ce programme? Parce que, vous savez, tout ce qui a rapport au monde social, les femmes sont beaucoup plus impliquées que les hommes. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai remarqué. Écoute, je vous dirais que ça varie. On a un bon nombre d'hommes dans nos programmes. Et je dirais que... peut-être c'est du 50-50, dépendamment du... J'ai pas toutes les statistiques, mais je dirais que c'est pas mal égal. Oui. Étant donné l'interdisciplinarité du programme, il y en a un peu pour tout le monde. Un peu pour tout le monde. Puis laisse qu'on termine avec ce diplôme, comme quand on a le bac. Dans quoi est-ce qu'on peut travailler, vous pensez? Dans des postes de relations humaines, excuse-moi. C'est pas bien grave, là. Dans des postes d'administration aussi, de gestion, de ressources humaines. Gestion de crise, des affaires de ce genre-là. Oui, mais aussi quand on parle de comportement humain, de développement humain, ça mène aussi à des postes qui peuvent être au gouvernement. Au gouvernement, OK. En tout cas, l'objectif, je dirais, au final de ce programme, c'est vraiment d'outiller les étudiants afin qu'au sorti, ils puissent être à même de dealer avec le monde, là, parce que de plus en plus, les relations humaines sont compliquées en ce temps-là. Certainement. Alors, je vais inviter tout le monde à la maison à visiter le site web de l'Université Saint-Paul, donc le
ustpol.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus de renseignements sur le baccalauréat en relations humaines. Vous savez, après le baccalauréat, souvent on a envie de faire la maîtrise. Restez avec moi parce qu'on reçoit un autre représentant qui va nous parler de la maîtrise en spiritualité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Trop de pression, faut que ça lâche, faut que ça craque, faut que ça claque, et ça va faire mal, je sais que ça fait mal, mais ça va passer, ça va passer. Laisse-y le temps, laisse-y le temps, il règle bien les choses. Il règle bien les choses. Il règle bien les choses. Règle bien les choses. La nuit languit, les journées traînent, je transgresse, je me rate. Quand viendra le répit? Quand viendra le... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tantôt, on parlait du baccalauréat en relations humaines à l'Université Saint-Paul. Pour ceux qui veulent continuer, je pense que vous offrez aussi la maîtrise en counseling et spiritualité, pas où, parce que je me suis trompée tantôt, c'est le counseling et spiritualité. Qu'est-ce que ça apporte de plus au baccalauréat? Parce que souvent, après le bac, on peut se dire, oui, je peux travailler, fait que... Qu'est-ce que vous apportez de plus? Avec la maîtrise, lorsque la personne, nos candidats terminent en relations humaines, ils ont déjà un bon bagage qu'ils peuvent améliorer, exactement, approfondir à la maîtrise. Ils apportent une vraie réalité avec... une pratique avec la réalité de ces relations-là. Parce qu'au niveau de la maîtrise, il y a la concentration individuelle, où on apprend le counseling individuel, comment la personne peut améliorer, se développer au niveau personnel en ayant une vie meilleure, en ayant une santé mentale meilleure. Il y a aussi la concentration couple-famille, encore. Là, on est dans les relationnels un peu plus. Donc, comment aider les couples dans différents volets, en fait. Exactement, de meilleures relations, oui, c'est ça. Et encore une fois, il y a l'aspect pratique qui est dès le départ. Donc, juste un mois après, la personne apprend à être sur la job, sur le travail. D'accord, OK. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup plus de pratique rendue à la maîtrise qu'autre chose. Moins de théorie? Bon, il y a encore de la théorie, mais il y a 15 crédits de pratique. Et donc, il y a 15 heures en moyenne que l'étudiant va passer sur le campus, qui sont en lien avec la pratique, notamment en classe, mais le stage qui s'offre à l'université même, au centre de counseling, ou bien sûr dans les classes, on va faire des jeux de rôle, accompagnés des professeurs. Et au centre, on va avoir des clients. Alors, soit un individuel, couple, famille. Là, on parle d'une vraie affaire, des vrais clients. Exactement, de vrais clients, sous la supervision de professionnels bien reconnus dans le domaine. D'accord. Donc, ça apporte cet aspect pratique et un approfondissement des connaissances théoriques qu'on a apprises au baccalauréat, et bien sûr une acquisition d'autres nouvelles connaissances théoriques. On peut se développer une identité théorique lorsqu'on est rendu à la maîtrise. Je ne vais pas dire que vous les laissez aller après, on a dit après un mois quand la maîtrise est commencée, mais est-ce qu'ils sont, vous pensez, ils sont assez outillés comme dès le départ quand ils sont en maîtrise pour pouvoir gérer, par exemple, le centre de counseling? Je sais qu'ils sont accompagnés des professionnels, mais est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment comme prêts?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Déjà, les personnes qui viennent au programme, ils ont un bagage. Ils ont des bonnes connaissances avec le bac, en psychoéducation, en travail social. Et il y en a même qui viennent avec un bagage de professionnels même. D'accord. Mais tout le monde est bienvenu. Et la première partie du programme, c'est qu'on apprend les notions de base, de counseling de base. Donc, on apprend les habiletés de base à faire le counseling. Ce qui fait que chacun, avant de voir les vrais clients, les clients réels, ils doivent démontrer une bonne connaissance, une bonne maîtrise de ces connaissances, ces habiletés de base pour le faire. Donc, ils doivent avoir ça. Et pour certains, ça peut, vu leur bagage antérieur, ça peut venir dans le premier mois. Donc, déjà au mois d'octobre. Surtout s'ils sont professionnels, comme on a dit. Exactement. Alors, pour d'autres, ça peut prendre peut-être le mois de novembre, le mois de décembre, donc soit 2 ou 3 mois dans le programme avant de démontrer une bonne maîtrise de ces habiletés. Et puis là, quand ils sont rendus, parce que là, on parlait des stages, il y a la possibilité de faire des stages au centre même de l'Université Saint-Paul de counseling. Exactement. Mais il y en a aussi qui peuvent faire des stages à l'externe. On va laisser l'interne pour l'instant, mais quand ils vont faire des stages à l'externe, dans quel milieu est-ce qu'ils sont prêts à travailler? OK. Alors, nos étudiants peuvent faire des stages dans des milieux communautaires, soit dans des centres communautaires ou dans des centres communautaires, centres de santé communautaires. Ils peuvent faire des stages dans d'autres organisations, soit en pratique privée. Si quelqu'un a une clinique et veut accueillir des étudiants, il peut faire des stages à ces endroits-là. Et en tout cas, c'est diversifié, les endroits où ils peuvent faire des stages. OK, donc maintenant, je passe à l'interne de l'Université Saint-Paul. Donc, on a dit qu'il y avait un centre de counseling où est-ce qu'ils peuvent compléter leurs heures de stage. Au centre, qu'est-ce qui est offert comme service? C'est quoi que vous offrez? Au centre, d'abord, pour l'étudiant, nous lui offrons un encadrement. Nous lui offrons un encadrement où il y a une équipe administrative bien expérimentée, bien outillée. Il y a une équipe clinique aussi, composée du superviseur clinique notamment. Donc cet encadrement lui permet de se sentir en sécurité en accompagnant ses clients. Donc nous lui offrons aussi une vraie expérience avec les clients qui nous viennent de la communauté. Et comme je disais, ça peut être en individuel, au couple, aux familles. Donc, l'étudiant, il est exposé ou elle est exposée à cette vraie expérience et quitte déjà le programme en ayant cela avec elle ou avec lui, et peut déjà se lancer de façon assez efficace, soit dans sa propre pratique ou en allant travailler pour une organisation. On lui offre une expérience de travail déjà sur terrain, pendant qu'elle continue à améliorer, à se développer au niveau théorique aussi. Parce que, comme on l'avait dit, plus de 2 fois, plus de 3 fois, ils sont accompagnés par des professionnels et ils travaillent avec de vrais clients. Ce que je sais, c'est que des clients, c'est pas des clients fictifs, comme j'ai dit, des vrais clients. Donc, c'est des personnes qui viennent souvent de l'extérieur, pas seulement de l'université. C'est ça, exactement. Et à ce client, bien sûr, on leur offre un encadrement aussi qui tient compte de besoins qu'ils ont. C'est vrai que nos conseillers en formation sont bien encadrés, sont bien formés et on s'assure que le service qu'ils vont offrir aux clients soit un service de qualité. Service aux familles et les thérapies de couple. Thérapie de couple, là, j'aimerais qu'on en reparle. Est-ce que... c'est toujours difficile, je dis, de pouvoir dealer avec un couple, parce que les relations humaines sont compliquées. Fait qu'un étudiant qui est face à une situation où c'est un peu coincé, c'est quoi les aptitudes que vous, avec la maîtrise, vous lui donnez pour pouvoir... je ne sais pas comment expliquer ça, mais pouvoir calmer le jeu. Je crois qu'il y a tout un bagage d'habiletés qu'on apprend pour être présent. Mais ça commence en tout cas par être capable de nouer la relation, nouer une bonne relation avec le client. Avec les deux. Donc, les membres du couple, créer cet environnement de confiance. Que, vous pouvez être vous-même. Et lorsque les clients nous arrivent comme ça, lorsque le couple peut être en tension devant nous, c'est déjà un signe de confiance qu'ils peuvent être eux-mêmes avec nous. Et ce calme... J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Oui, c'est ça. Vrai, et le client ayant cette bonne relation et le calme qu'il peut avoir, et bien sûr, certaines interventions qu'il peut donner, soit la validation de ce que vit l'un ou l'autre au sein du couple, pourrait effectivement permettre à ce que, la personne peut-être en colère ne se sente pas comme étant
une mauvaise personne, mais plutôt une personne qui a droit d'être comprise. Je sais que c'est pas, je sais pas comment l'appeler, mais est-ce qu'ils sont jugés ou notés en fonction de leur, je le dis en griffe, de leurs prestations? Je parle des étudiants. Les étudiants, il y a une évaluation effectivement qui est faite. On observe le travail qu'ils font avec les clients et ils sont accompagnés. Je ne dirais pas nécessairement jugés, mais évaluer dans le sens de les orienter, de leur dire c'est quoi les zones d'ombre, donc par où ils peuvent améliorer et les forces qu'ils ont pour améliorer cela et peut-être des ressources qu'ils peuvent aller trouver pour s'améliorer. Donc je dirais ils sont évalués et accompagnés dans le processus, oui. D'accord. Alors, moi, je l'ai dit tantôt, je vais le répéter encore parce qu'on est pratiquement à la fin de notre entrevue. Le centre de counseling, il est ouvert à tout le monde. Donc, le public, les gens de l'extérieur peuvent vous contacter. Puis, comment ça se fait pour prendre un rendez-vous avec vous, pour discuter? Donc, il y a une ligne de téléphone, effectivement, qui est sur le site de l'université. Et dans la ligne de téléphone du centre de counseling, les gens peuvent appeler. Et de là, on va avoir un étudiant en formation. Une liste d'attente Oui, il y a une liste d'attente, notamment du côté surtout anglophone, mais du côté francophone, la liste d'attente, elle est presque inexistante parce que on n'est pas très nombreux comparativement à la population anglophone ici. Je dirais que le temps d'attente est relativement moins élevé que la majorité des centres dans la région. Et pour les coûts? Pour les coûts, c'est très abordable parce que, en tout cas, nous, c'est un service à la communauté. Le centre est orienté vraiment comme service à la communauté. Ça va donc, dans le sens du programme même donné exactement, à la communauté. Exactement. Donc, ça dépend de la capacité du client et chacun a la possibilité d'avoir des services. D'accord, extraordinaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, voilà la maison, comme je l'ai dit tantôt, www.ustpol.ca, c'est le site web à visiter si vous avez envie d'avoir plus de renseignements sur la maîtrise, mais encore pour consulter leur centre de counseling. Après la pause, nous allons essayer de réinventer notre perte de poids avec notre conseillère en perte de poids, Lisa Milton-Carrière. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel, m'en revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, il y a un petit village, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière moi sur ma selle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, et il y a un petit village, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli, dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, là, on va essayer de réinventer sa santé en perdant juste 10%. Je dis essayer parce que, avec toi, je te confie, je suis sincère avec toi, là, c'est toujours un défi quand on parle de perte de poids. Là. Puis je suis sûre que je ne suis pas seule dans cette histoire. Non, t'es pas seule du tout. Regarde autour. Regarde autour. Tu sais, les gens, en général, pensent « Oh, j'ai 40 livres à perdre, j'ai plus que ça à perdre. » Et ça semble une montagne. C'est difficile. Insurmontable. Mais la réalité, et toutes les études démontrent qu'on peut réinventer sa santé en perdant tout juste 10% de son poids. 10%. Et si on commence avec ça, on aura déjà fait des gains incroyables, puis on pourra
gagner peut-être le désir d'en faire un peu plus. Mais on n'a pas besoin de tout de suite dire « Ah bon, je m'embarque sur un cheminement de perte de poids qui va être de 60 livres ou de 100 livres. » ou de... Tu sais, la réalité aujourd'hui, c'est bien différent d'il y a 10 ans même. Il y a 10 ans, on regardait une perte moyenne de 25 à 30 livres. Maintenant, les pertes moyennes peuvent être 80 livres. Ça, c'est la moyenne. Les gens viennent me voir, ils ont 80 livres et plus à perdre. Alors, on ne peut pas commencer le cheminement. C'est comme les gens qui ont marché la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 600 km. Ils ne se sont pas dit, je me lève ce matin, je marche 600, 800 km. Ils se sont dit, bon, aujourd'hui, je vais marcher 20, 30 km, puis demain, je verrai. Une étape après. Une étape à la fois. OK. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand on dit réinventer sa santé avec juste en perdant de 10 % de son poids? Je pense que ça va jouer sur plein d'affaires en dedans de nous. Oui. Puis tu m'as donné une longue liste, là, et puis je suis bien curieuse de savoir, là, sur le cholestérol, hein. OK. Le cholestérol, les gens regardent les emballages. Hein? Ah, il y a du cholestérol là-dedans. Ouais, tu nous as non, il n'y a pas de cholestérol. ça, là. Voilà. Mais des fois, là, ça n'a pas rapport avec ça. Premièrement, du cholestérol, on en a deux sortes. Ouais. Hein? Il y a le LDL et le HDL. Ben, un n'est ça, pas là, bon. Je sais plus lequel est lequel, mais je sais qu'il y a un qui est bon, Ah, un voilà. qui est mauvais. Ce qu'on ne sait pas en règle générale, c'est que quand on augmente le bon cholestérol, ça aide à faire diminuer le mauvais cholestérol. Okay? Tadam! Tadam! Alors, le bon cholestérol, qui est le HDL, puis les médecins nous disent vraiment pas grand-chose. Hein? On va faire nos prises de sang et puis on se garde les doigts croisés qu'on n'aura pas d'appel. Tu sais, mais là, l'appel vient, le médecin veut nous revoir. Bon, alors quand on perd juste 10 % de son poids... De son poids. Okay. Donc, une personne qui pèse 160 livres aurait besoin de perdre 16 livres. En perdant 16 livres, c'est pas la fin du monde, là. C'est faisable, tu sais. Bon, on peut augmenter de 5 points son HDL. Son HDL qui est le bon, c'est ça? Exactement. Ça veut dire quoi, HDL? Oublie ça, c'est en anglais, puis on va pas aller là. Okay. Rappelez-vous que c'est HDL, qui est le bon. Qui est le bon. Maintenant, pour les femmes, nous, on vise 50. Un marqueur de 50, OK? Pour le bon. C'est ça. Okay. Mais les gens, en général, c'est beaucoup plus bas. Donc, si on peut l'augmenter de 5, ça va avoir un effet de protection contre les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pas juste d'éviter le mauvais, c'est d'augmenter le bon. En augmentant le bon... On baisse le mauvais. On baisse le mauvais. C'est comme une équation nette. Le net va être plus bas. OK, donc, je comprends mieux. Tu comprends? OK. Dans quoi est-ce que tu penses qu'on retrouve de bon cholestérol? C'est pas quelque chose qu'on mange. OK. C'est quelque chose qui est une réaction. Quand on fait de l'exercice, ça augmente notre bon cholestérol. OK. Mais quand on perd du poids, ça augmente notre bon cholestérol. Et c'est l'équation, la somme de l'équation qui fait qu'on a un meilleur compte rendu de cholestérol. D'accord. Alors, d'accord, ça, je le comprends. Augmenter son bon cholestérol fait baisser le mauvais cholestérol. Donc, il ne faut pas tout de suite s'attaquer au mauvais comme c'est lui qu'on doit... Ouais. Exactement. Puis le mauvais cholestérol, là, je vais te dire, une grande partie du mauvais cholestérol, ça vient de notre stress, de notre anxiété. Donc, quand les gens sont très anxieux, les gens sont très stressés, ils font monter leur mauvais cholestérol. Donc, de regarder toutes les étiquettes, là, chercher, c'est pas suffisant. Okay. Donc, d'augmenter le bon cholestérol à travers une bonne alimentation où on perd du poids, juste perdre 10 %. Juste ça nous 10%. marque de 5 points. Ça agit aussi sur les triglycérides. Ça, je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. OK. Les triglycérides, là, imagine que dans ton sang, il y a des particules graisseuses qui flottent. Oui. OK? Et quand on prend la prise de sang, on mesure combien il y en a. OK? La norme, c'est 150 mg par décilitre. Okay? D'accord. Regarde en tête 150. OK? Puis quand on atteint 200, c'est élevé. C'est considéré élevé. Là, on nous dit qu'on est prédiabétique. OK? Donc, quand on perd 10 % de son poids, juste 10 %, je vais m'attaquer vraiment à 10 %. OK. On peut augmenter ou on peut baisser, nos triglycérides de 40. Juste en perdant 10 %? Juste en perdant 10 %. OK. On est à 200, le médecin fait comme, bon, ben on a un problème, tes triglycérides sont élevés. On perd 10 %, on vient de baisser de 40 points. Si on était à 200, on est rendu à 160. C'est pas mal proche de la norme. Ouais.
c'est faisable en plus. Puis c'est faisable en plus. D'accord. OK? OK. Là, ben ça, c'est clair, là. Si l'hypertension, c'est clair que, ouais. Oui, l'hypertension, c'est clair. 25 à 30 des cas d'hypertension sont causés par un trop, l'obésité. Ouais. C'est causé par, on a trop de poids, on a un surcroît de poids. Ouais, c'est Donc, ça. en perdant 10 de son poids, on peut régler cette condition et éviter de prendre des médicaments. Là, je vais être très claire avec les médicaments. OK? Les médicaments dans ce monde ne visent pas à être une cure contre l'hypertension ou le diabète. Ils sont là pour éviter ce que je vais appeler un accident. Qu'est-ce que c'est un accident? C'est une crise cardiaque. C'est un coma de sucre. C'est là pour éviter que ça aille très mal. Ouais. Tu sais? C'est pour nous préserver la vie. Ce n'est pas pour nous donner une meilleure qualité de vie. Puis c'est certainement pas pour nous permettre de manger plus de pain et de gâteries sucrées. C'est là pour éviter. Donc, les gens qui disent, bon, ben là, moi, je prends des médicaments pour l'hypertension. Donc, je peux me permettre tel. OK. Voilà, c'est pas la solution. Pas du tout. Alors, l'hypertension, 25 à 30 oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui font de l'hypertension, puis c'est une question de génétique. Donc, mais, règle générale, quand on élimine le surcroît de poids, on se rend un grand service et souvent, on évite de prendre les médicaments qui, il ne faut pas se le cacher, quand on commence à les prendre, il faudra les prendre à vie. À vie, exactement. À vie. Exactement. Et encore une fois, il ne faut pas se le cacher, ils ont des effets secondaires, ces médicaments-là. C'est pas juste une solution, là. C'est juste vraiment un diachylon. OK. Et puis ça agit aussi, on va faire ce point-là avant la pause, le diabète aussi. Ça va de soi, c'est un peu comme l'hypertension, là. Exactement, exactement. On comprend, souvent, on va entendre l'expression, ils ont testé le A1C, le A1C. Le A1C, la norme, il faut qu'on soit en dessous de 6,5. OK. Mais perdre 10 de son poids peut faire baisser de 0,5. C'est immense. C'est énorme et ça peut faire toute la différence. Un peu comme la triglycéride, là, tantôt. Oui, exactement. OK, je te garde avec moi. Et vous aussi, je vous garde avec moi, bien évidemment. Parce qu'après la pause, on va continuer à réinventer notre santé en perdant seulement 10 de notre poids. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager, c'est comme un désir, de voir ce qui se trouve derrière les lignes, dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on essaie avec notre coach en perte de poids de réinventer notre santé en perdant seulement 10 %. Aujourd'hui, c'est ça le mot-clé, 10 % de notre poids. Puis tu as dit que ça agissait sur plein d'affaires, ça nous a aidé par rapport à l'hypertension, le diabète. Puis là, on va parler de la résistance à l'insuline. Hein? La résistance à l'insuline, exactement. Donc, imagine que ça, c'est une cellule. OK. On mange un glucide, on doit faire de l'insuline pour... ajuster ou... pour neutraliser les sucres dans le sang.
Alors, on fait de l'insuline, boum, c'est rentré. Mais imagine, c'est la même cellule et cette cellule est bien enrobée de graisse. Et là, combien d'insuline il faut faire pour avoir le même résultat? Donc, on fait de l'insuline, mais l'insuline, c'est la clé qui fait de la graisse. C'est comme ça que le corps stocke. Ouais, okay. Alors, il stocke en utilisant... Alors, quand on devient résistant à l'insuline, c'est ce qui arrive, on se prédispose à prendre plus de poids. Okay. Donc, pour aider, il faut perdre du poids pour permettre à notre corps de réduire sa quantité d'insuline qu'il fait. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, la prise de poids à cause de la résistance à l'insuline, c'est juste un des facteurs, tu sais, qui fait que c'est pas merveilleux d'être résistant à l'insuline. OK? Mais un autre, c'est que ça dérègle nos hormones. OK? Et combien de femmes se plaignent d'avoir des petits poils très raides au menton, hein, puis une perte de cheveux, OK? Et c'est un dérivé de la résistance à l'insuline. D'accord. Et autre chose intéressante, ça joue aussi sur le cholestérol. Donc voilà qu'on regarde les étiquettes, puis on réduit combien on en mange de cholestérol et notre corps se sert du fait qu'on est résistant à l'insuline pour fabriquer du cholestérol. Hein? On a un problème. Mm-hmm. Voilà. Et chez les gens plus jeunes, tu sais, à mon âge, c'est plus un grand problème, mais ça mène à l'infertilité aussi. Donc, c'est... Du coup, mon sourire a changé. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, tu sais, il y a des grandes choses qui se passent. Perdre 10 % de son poids versus être obligé d'aller en clinique de fertilité pour... je sais pas, moi, je sais c'est quoi le choix que je ferais. Oui, moi aussi, je pense que je sais. Puis là, l'apnée du sommeil, tu as dit que ça agissait aussi de perdre 10 %. J'ai tellement ri. Tu m'expliques ça? Mais l'apnée du sommeil, plein de gens ne sont pas diagnostiqués. OK? Ils le savent pas. La conjointe ou le conjoint se plaint que son conjointe ronfle, hein? Ils peuvent pas bien dormir, mais le ronflement, c'est un des signes qui a possibilité d'apnée du sommeil. Okay. Et quand les gens n'ont pas un sommeil réparateur, ben pendant la journée, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont fatigués. Ils ont juste le goût de manger pour avoir de l'énergie, quand dans les faits, ça fait juste rempirer la situation. Donc, 10 % Juste 10 %, l'inflammation. L'inflammation. Écoute, l'inflammation, les gens se lèvent, les jointures fonctionnent pas, les genoux font mal, tout craque, ils se sentent tout raides. Et dans le fond, le 3/4 du problème, ça vient de leur alimentation. Quand ils changent leur alimentation, oui, ils perdent 10 %, mais en plus, ils perdent cette fichue inflammation qui leur donne l'impression qu'ils sont 10 ans plus vieux. Voilà. Juste 10 % ça nous permet de réduire toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires-là. OK. Bon, d'accord. On va passer au deuxième point dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Là, comment ne pas succomber à la tentation? Ouais. Oh, Lise, mon Dieu, dis-moi. Hein? Dis-moi voilà. tout. Je veux que tu saches que, et de un, ce week-end, c'est l'Action de grâce. Oh. Hein? Tu arrives toujours au bon moment, toi. Oui, hein? oui, c'est vrai. L'année passée, j'étais ici la semaine, le vendredi avant aussi. Et à l'Action de grâce, il y a plein de choses qu'on n'a pas mangées depuis longtemps. Qu'on va se faire le plaisir ça nous de appelle. manger. Oui, exactement. Okay. Alors, on se fie à quelque chose qu'on appelle de la volonté. OK? Là, on va définir c'est quoi. Okay. C'est quoi de la volonté? Hein? Alors, la volonté, c'est le contrôle exercé pour faire quelque chose ou pour se retenir dans une impulsion. OK. C'est soit pour accomplir... Ou ne pas. OK. Donc, ça prend de la volonté pour aller au gym si t'es pas une personne qui aime aller au gym. Ça prend de la volonté pour résister, de manger de la tarte à la citrouille ou un gâteau. Quand, dans les faits, tu sais que ça devrait pas, tu devrais pas en manger parce que tu n'en as pas besoin, puis bon. Okay. Alors, une des choses que les gens pensent, c'est qu'on a de la volonté compartimentalisée. Okay. Hein? J'ai de la volonté... Il va nous rester 2 minutes, hein? OK, super. On a de la volonté pour aller au gym, on a de la volonté dans l'alimentation, on a de la volonté pour aller travailler, Mais la réalité, c'est que la volonté, c'est un bassin. Il y en a un. OK? D'accord. Puis on en a besoin, on résiste des choses, on fait des décisions à peu près l'équivalent de 4 heures par jour. OK. Et le bassin de volonté, tiens-toi, il est de 20 minutes. Juste ça? Juste ça. OK, donne-nous l'astuce du 20 minutes. L'astuce? Comment on refait sa charge de volonté? Oui. Le sommeil, la prière, la méditation.
Sérieux? Sérieux. C'est tout ça? C'est tout ça. Puis, faut se rappeler que quand on dort pas bien, on a encore moins de capacité le lendemain de faire des bonnes décisions ou de résister ça fait du sens, ou d'exercer cette bonne volonté-là. OK. Ensuite, méditer, ça permet quoi? De se recentrer comme... Ça permet de se recentrer. Ça permet de refaire le calme, de refaire... de retrouver cette plateforme où on n'est plus ébranlé par les choses. On n'est plus comme un grain de blé au vent. OK, d'accord. Ben, je te garde avec moi parce que après la pause, là, tu vas nous parler d'un événement où est-ce que tu es conférencière pour un événement de perte de poids? C'est pas un événement de perte de poids, c'est un événement pour aider les gens à se retrouver. Juste soi-même. OK, d'accord, parfait. Donc, juste après la pause, je garde Lise avec moi et vous aussi d'ailleurs. On va parler de l'événement qui s'appelle Just Say Event. Alors, restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et puis là, on a encore 10 secondes. On a encore 10 secondes? Ouais, c'est pour le 3 novembre, mais on part à la pause. Là, je te garde avec moi. En fait, pendant qu'on est là... Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Lise Hamilton-Carrière, notre coach en perte de poids, conseillère. Et puis là, tu me parlais de Just Say Yes. C'est un événement auquel C'est un événement qui a lieu le 3 novembre. Okay. C'est au centre RA à Ottawa. Okay. Vous pouvez aller sur le site justsayesevent.com et vous pouvez aller acheter vos billets. Écoute, dans la vie, on a plein de choses qui nous sont présentées. Et on a tendance à fuir. Non, je fais pas. Non, je ferai pas ça. Non, je ferai pas ça. Non, je ferai pas ça. Et c'est un événement pour apprendre comment faire confiance à la vie et dire oui. Oh, c'est magnifique. Et puis tu me disais que tu avais un objectif précis pour cette saison-là. Alors, je vais être avec vous une fois par mois, toute la saison. Mon but, c'est pas de vous donner des recettes. Mon but, c'est pas de vous parler de l'alimentation. Il y a plein de gens qui sont mieux qualifiés que moi pour le faire. Mon but, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe en dedans, qui fait qu'on fait les mauvais choix, qui fait qu'on perd les pédales, qu'on perd de vue son cheminement de perte de poids. Bien d'accord, merci. Puis moi, je vais me faire le plaisir de prendre des notes à chaque fois que tu viendras ici. Alors vous, à la maison, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. C'est un long week-end. Ben, bonne action de grâce à vous. Célébrez avec votre famille. Prenez du fun. Ayez du fun. Sortez. Il y a plein d'activités à l'extérieur. Et puis, on se voit mardi. Il y aura une rediffusion le lundi. On va découvrir le village de Dany. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller en travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce qu'il y a une bonne idée pour l'expérience? Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.